Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, mardi 6 juin, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de France à l'occasion de la 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les parlementaires de la Commission des affaires sociales ayant récemment adopté la proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger la réforme des retraites, les politiciens se sont dit confiants que la manifestation aurait un impact significatif en dépit de la soumission de l'Assemblée nationale au président. Interrogé par des journalistes, Emmanuel Macron a déclaré qu'il préférait éviter de commenter la question. Hier, mardi 6 juin, des milliers de manifestants, parmi lesquels des syndicalistes portant banderoles et drapeaux, sont descendus dans les rues de France en vue de l'examen imminent par le Parlement d'une motion visant à annuler la loi sur la réforme des retraites. Même s'ils étaient moins nombreux qu'au plus fort du mouvement de protestation qui a frappé au début de l'année courante, des représentants de l'opposition interviewés par notre journaliste Wang Yin ont laissé entendre que ces manifestations ne seraient pas sans effet et qu'il serait possible, à terme, de retrouver une harmonie au sein de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est important d'abroger cette réforme parce qu'on considère qu'elle est injuste. D'abord, c'est parce qu'elle va demander à ceux qui ont commencé à travailler trop tôt de travailler plus longtemps et pas les autres. Donc de ce point de vue, c'est assez injuste. Elle ne tient pas compte de la pénibilité du travail, du fait que beaucoup des plus âgés d'entre nous ne trouvent pas de travail. Et de ce point de vue, ça semblait assez injuste et incohérent de demander aux gens de travailler plus tard alors que les plus âgés d'entre nous n'arrivent pas à travailler. Et la deuxième chose, c'est la forme, c'est-à-dire que le gouvernement a choisi d'avancer un peu en force sur ce texte et on le regrette. On veut que l'Assemblée ici nationale, le Parlement, soit consulté, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que le groupe Lyotte a déposé cette proposition de loi pour que l'Assemblée nationale, les députés, la représentation nationale puissent se positionner sur ce texte enfin. On est passé progressivement d'une crise sociale à une crise démocratique avec un président de la République qui refuse que le Parlement vote et puisse donner son avis sur une réforme essentielle puisqu'elle touche à l'avenir de tous les Français. Le gouvernement, le président et puis sa majorité utilisent tous les artifices de la Constitution. Ils sont dévoyés quelque part. Ils utilisent aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour éviter qu'on puisse voter sur cette proposition de loi. Parce qu'au final, on n'aura jamais voté sur la proposition de loi des retraites, particulièrement injuste et inutile. Ce qu'on demande, nous, c'est simplement pouvoir voter, pouvoir s'exprimer, que la démocratie parlementaire fonctionne et qu'on puisse voter. Et on ouvre en plus, dans l'article 2 de la proposition, sur une conférence sociale pour pouvoir regarder de plus près les équilibres budgétaires à trouver, etc. Il y a une forme forcément un peu de résignation qui s'opère chez une part des Français, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont accepté la réforme. Et donc moi je les appelle à venir se rappeler au bon souvenir du président Macron au moment des prochaines élections qui auront lieu dans un an et de venir porter un bulletin qui dise que ce président ne peut pas tout se permettre. On a une assemblée qui dysfonctionne complètement, y compris avec une présidente de l'assemblée qui dit un jour blanc, le lendemain noir, qui n'est même pas cohérente. C'est terrible d'avoir le sentiment d'une soumission à ce point à Jupiter, en fait, à quelqu'un qui s'est pris pour le seul maître du pays et de voir des parlementaires qui lui sont complètement soumis et qui acceptent de renoncer à tout pouvoir. On a eu un vote sur une motion de censure où on a failli l'emporter à 9 voix près. Et c'est quasiment jamais arrivé en fait, en vérité, dans l'histoire récente, d'être aussi soudés malgré tous nos désaccords. Il y a des groupes avec lesquels je ne suis pas d'accord et il y a des groupes qui sont des ennemis de la démocratie. Sur la question des retraites, comme c'est un groupe indépendant qui porte le sujet, il y a peut-être une majorité contre l'avis du gouvernement. Voilà, ça se juge jeudi matin et il n'y a pas une seule voix écologiste ou pas une seule voix de gauche qui manquera à l'appel. Le problème n'est pas tant la démocratie en France que l'attitude d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'avec le même texte, vous pouvez avoir une pratique très respectueuse de la démocratie, des syndicats, et avec la même constitution, vous pouvez aussi marcher sur les syndicats et finalement envoyer un bras d'honneur à la population. Moi, je déplore le fait qu'Emmanuel Macron soit en train d'abîmer les institutions.
Il met en place une réforme injuste, violente, brutale, mais par ailleurs, il maltraite les institutions. Et alors qu'il commémorait le 79e anniversaire du débarquement en Normandie, Emmanuel Macron a refusé de commenter la question des retraites face à une journaliste qui évoquait la colère du peuple descendu dans les rues. Dans ces moments-là, il ne faut pas faire de commentaires politiques. Il faut célébrer l'unité de la nation, remercier nos anciens et nos alliés. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a indiqué sur BFM TV qu'elle déclarerait irrecevables les amendements sur la proposition de loi Lyotte et qu'elle ferait barrage à l'examen de cette mesure. Ce matin, mercredi 7 juin, en réponse à cette affirmation, le groupe Lyotte a qualifié les propos de la présidente d'attaque inédite contre les droits du Parlement. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle utiliserait le modèle des passeports vaccinaux Covid-19 de l'Union européenne pour créer de nouveaux certificats de santé numériques mondiaux. Les critiques ont soulevé des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et à la discrimination. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi qu'elle unissait ses forces à celles de l'Union européenne dans le cadre de ce qu'elle appelle un partenariat historique dans le domaine de la santé numérique. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, l'OMS utilisera le modèle des passeports vaccinaux numériques de l'Union européenne pour créer un réseau mondial de produits de santé numérique. Le passeport vaccinal Covid-19 de l'Union européenne est entré en vigueur en juillet 2021 avec plus de 2 milliards de certificats délivrés. L'OMS estime que le modèle du passeport de l'Union européenne peut être utilisé pour d'autres cas d'utilisation que le Covid. Baptisé Réseau mondial de certification sanitaire numérique, le nouveau passeport vaccinal a été dénoncé comme une atteinte à la vie privée, ouvrant la voie à une surveillance intrusive basée sur la santé. Les critiques ont également dénoncé les passeports vaccinaux comme étant discriminatoires, car ils peuvent faciliter les refus d'accès aux services publics pour les personnes non vaccinées. Rob Roos, membre du Parlement européen, qualifie ce partenariat de développement inquiétant. Il a écrit sur Twitter que l'OMS n'est pas une institution gouvernementale. L'OMS est financée à 80% par des oligarques et Big Pharma. Et au Royaume-Uni, les autorités fiscales fournissent au régime chinois des données sur les dissidents chinois et hongkongais dans le cadre d'un accord international de lutte contre la fraude fiscale. Mais cela a suscité des inquiétudes quant à la possibilité pour le régime chinois d'utiliser ces informations sensibles pour faire pression sur les militants pro-démocratie. Le gouvernement britannique communique au régime chinois des informations personnelles sur des ressortissants chinois et hongkongais vivant en Grande-Bretagne. Ce partage de données s'inscrit dans le cadre d'un accord international visant à prévenir la fraude fiscale. Mais cette révélation fait craindre que le régime chinois n'utilise ces informations pour cibler les militants qui échappent au Parti communiste chinois. Le gouvernement britannique est en mesure de partager des informations fiscales sensibles, que ce soit sciemment ou non. Il s'agit d'informations sur les comptes bancaires, sur les avoirs financiers, qui sont automatiquement communiqués au régime chinois. L'accord fiscal a été lancé en 2014. La Chine et Hong Kong l'ont rejoint 4 ans plus tard. Plus de 160 000 Hongkongais sont venus au Royaume-Uni depuis 2021 et de nombreux autres ressortissants chinois ont fui la Chine au cours des dernières décennies. Ko a indiqué qu'il était possible pour les particuliers de faire expurger leurs données fiscales afin d'éviter qu'elles ne soient partagées. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils peuvent le faire parce que les instructions sont cachées dans un recoin du site web du gouvernement britannique. Elle ajoute que le PCC s'efforce activement de trouver des informations sensibles sur les gens. Il a mis en place des postes de police secrète dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, pour espionner les personnes qui ont fui la Chine. En 2021, une prime de plus de 9 000 € a été placée sur la tête d'un militant pro-démocratique de Hong Kong. L'accord sur les données fiscales soulève donc de sérieuses questions de sécurité. Ko a déclaré qu'il n'était pas rare que le gouvernement britannique se retire de tels pactes avec des régimes dictatoriaux. Le gouvernement britannique a suspendu des accords fiscaux similaires avec la Russie et la Biélorussie pour protéger les citoyens ukrainiens qui fuyaient vers la Grande-Bretagne. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il n'en aille pas de même avec la Chine et Hong Kong. Elle a déclaré que les personnes originaires de Chine et de Hong Kong méritaient de se sentir en sécurité au Royaume-Uni. Elle a ajouté qu'ils devraient avoir un accès plus facile à l'information pour que leurs droits de l'homme soient protégés. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et la Maison-Blanche a dénoncé les récentes provocations de Pékin, qu'elles aient eu lieu en mer ou dans les airs. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a qualifié ces incidents d'inacceptables.
Malheureusement, cela fait partie intégrante de l'agressivité croissante de l'APL, Armée populaire de la libération, l'armée de la RPC, en particulier dans la zone du détroit de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale. Cela fait partie d'une agressivité croissante de la part de la RPC à laquelle nous sommes confrontés et que nous sommes prêts à gérer. Un navire de guerre chinois a intercepté un destroyer américain samedi dans le détroit de Taïwan. Cela s'est produit quelques jours après une rencontre similaire entre des avions militaires américains et chinois au-dessus de la mer de Chine méridionale. Dans les deux cas, le navire chinois s'est approché de l'avant du navire américain, tentant de le forcer à changer de cap. Kirby a qualifié ces interceptions d'injustifiées, de non professionnelles. Il a souligné que Washington agissait dans le cadre du droit international et se trouvait en territoire international lors des deux incidents. Hier, l'Ukraine a qualifié la Russie d'État terroriste devant la plus haute juridiction de l'ONU alors que les audiences ont commencé dans une affaire concernant le soutien de Moscou aux séparatistes pro-russes. L'affaire est liée à l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014 et à l'armement des rebelles dans l'est de l'Ukraine dans les années qui ont précédé l'invasion totale de la Russie en février 2022. Kiev souhaite que la Cour internationale de justice ordonne à Moscou de payer des réparations pour les attaques menées dans ces régions, notamment pour l'abattage du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Ce vol a été abattu par des rebelles soutenus par la Russie en juillet 2014, tuant près de 300 passagers et membres d'équipage. Kiev et Moscou ont envoyé des équipes juridiques composées de dizaines de représentants. L'affaire est l'une des nombreuses procédures judiciaires contre la Russie liées à l'Ukraine. Le jugement ne devrait pas être rendu avant plusieurs mois. Apple propose désormais un casque de réalité virtuelle que vous pouvez utiliser pour naviguer sur Internet, regarder des films et passer des appels vidéo. La société a annoncé le Vision Pro ce lundi. Andrew Thomas de NTD a exploré pour nous les réactions du monde de la technologie. Apple a dévoilé un casque de réalité mixte qui fera le lien entre le monde virtuel et le monde réel. Après des années de spéculation, le PDG d'Apple, Tim Cook, a salué l'arrivée des lunettes Vision Pro. C'est le premier produit Apple que l'on superpose à sa vue et que l'on ne fait pas que regarder. Vision Pro est à la fois familier et entièrement nouveau. Vous pouvez voir, écouter et interagir avec le contenu numérique comme s'il se trouvait dans votre espace physique. Apple a déclaré que le Vision Pro sera vendu au début de l'année prochaine à un prix d'environ 3 200 €. Dans un premier temps, l'appareil ne sera disponible qu'aux États-Unis. Mais à ce niveau de prix, avec la technologie qui se développe encore, je pense que cette catégorie a encore quelques années devant elle. Mais il est important que les développeurs s'en saisissent. Le casque permettra aux utilisateurs de contrôler diverses applications à l'aide de leurs yeux et de gestes de la main. Vous contrôlez Vision Pro à l'aide des outils les plus naturels et les plus intuitifs, vos yeux, vos mains et votre voix. Avec Vision Pro, vous n'êtes plus limité par un écran, votre environnement devient une toile infinie. Apple affirme que l'expérience ne provoquera pas les nausées et les maux de tête récurrents que des appareils similaires ont provoqués par le passé. Vision Pro ne nécessitera pas de contrôleur physique, mais les lunettes devront être branchées sur secteur ou une batterie portable connectée au casque. Je l'ai trouvé un peu ridicule. Je pense que c'est difficile à vendre pour Apple. Les attentes étaient en quelque sorte partagées. Certains pensaient qu'il s'agirait d'un énorme lancement révolutionnaire et d'autres pensaient qu'il serait décevant. C'était un peu les deux. Vision Pro pourrait s'avérer être un produit de niche. Si c'est le cas, Apple se retrouverait dans la même situation que les autres grandes entreprises technologiques et les startups. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et pour terminer, rendons-nous à Paris et voyons l'état d'avancement des travaux de Notre-Dame. Les parties reconstruites de la ô combien célèbre cathédrale de Paris sont en train de s'assembler. Après l'incendie qui a eu lieu en avril 2019, les artisans qui travaillent sur le projet nous font part de l'état d'avancement des travaux. Andrew Thomas de NTD fait le point sur les réparations. Rémi Fremont est l'architecte en charge de la charpente de Notre-Dame. Ces pièces seront démontées, amenées à la cathédrale et remontées dans le chœur dans quelques mois. Aujourd'hui, on a accompli le levage à blanc d'une partie des charpentes du chœur de la cathédrale. C'est-à-dire que ça a été la répétition générale avant de démonter ces charpentes et de les monter définitivement sur la cathédrale. Donc c'est un moment crucial
parce que ça permet de vérifier que tout a été parfaitement établi, conçu. La nef de la cathédrale est la prochaine étape et sera réalisée avec les mêmes techniques et matériaux. Pas moins de 400 tonnes de chêne seront nécessaires. L'objectif qu'on avait, c'était de restituer à l'identique les charpentes qui ont disparu pendant l'incendie du 15 avril 2019. Les charpentes qu'on a restituées aujourd'hui, qu'on voit là se lever aujourd'hui, ce sont les mêmes charpentes qu'au XIIIe siècle. On a exactement le même matériau, le chêne. Des maîtres charpentiers, des constructeurs et des artisans de toute la France, des États-Unis et d'Argentine participent à l'effort de restauration. Peter Henriksen, un charpentier américain de 61 ans, est venu du Minnesota. Vous savez, quand je suis ici en train de tailler un assemblage, vous savez, donner des coups de maillet sur mon ciseau et simplement penser qu'il y avait des charpentiers médiévaux qui taillaient pratiquement le même assemblage il y a 900 ans. Le général Jean-Louis Georgelin est chargé de l'ensemble de la reconstruction. Selon lui, le monument ne sera pas prêt à rouvrir au public à temps pour les Jeux Olympiques de l'été prochain. Et évidemment, je dois tout faire pour que nous n'ayons pas à arrêter le chantier pendant les Jeux Olympiques. Georgelin a déclaré que la cathédrale devrait rouvrir au public pour la messe de Noël en décembre 2024. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.